Forgeons notre société à partir de la cellule familiale. Inculquons des principes, des valeurs dont nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci d'être sur la fréquence utile et agréable. Merci surtout d'écouter l'émission Fina Family sur ABK Radio. Très chers auditeurs, bienvenue. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la comprendre, pour la combattre. C'est une pensée de Albert Camus, une pensée qui nous permet de démarrer Fina Family de ce jour. Nous dédions cette émission à une fille, une épouse, une sœur, une mère partie très tôt car tombée sous les coups violents de son époux. Diane Yango est une enseignante camerounaise qui a eu le malheur de rencontrer un époux qui s'est avéré plus tard être son meurtrier. Enseignante d'anglais au lycée bilingue de Nilonde-Passy dans la ville de Douala, Diane Yango est décédée le samedi 18 novembre 2023 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa dans la ville de Douala. Le décès de Diane Yango, âgée de 31 ans et maman de 3 enfants, a entraîné un procès qui a abouti le premier Bekobos, son époux, à 5 ans de prison avec sursis au paiement d'une amende de 52 000 francs CFA. Au-delà de la décision de justice hautement intrigante et la condamnation, Fina Family s'intéresse aux aspects liés à l'avenir d'une telle famille, à l'encadrement des enfants issus d'une union frappée par un tel drame. Philippe Amanié Botiba, chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral, est dans nos murs pour tenter de répondre à quelques-unes de nos préoccupations. Bienvenue à vous et merci surtout d'être là. Merci beaucoup Sidonie, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et avec vos auditeurs. Maître Boris Chuisseux, avocat au barreau du Cameroun, nous en dira plus, nous l'espérons, sur ce que la loi a prévu pour protéger ce type de famille et nous sommes ravis de le recevoir dans cette émission. Bienvenue maître, surtout merci d'être dans ce studio de ABK Radio. Je vous remercie également Sylvie. Je dis également bonjour ou bonsoir à monsieur le chef d'antenne régionale du littoral de la commission. C'est un plaisir d'être là parmi vous. On va essayer tant bien que faire se peut d'édifier nos compatriotes sur ce sujet. Merci d'être des nôtres très chers auditeurs. Merci surtout de nous rejoindre sur ABK Radio. Bienvenue dans l'univers de Fina Family. Très chers auditeurs, Sidonie Ficac, je suis derrière ce micro de présentation. Nous nous retrouvons juste derrière cette virgule musicale. Question pour nous et vous de nous installer très très confortablement. He won't break my heart. He won't break my soul. Swear he loves me so. That's why I can't breathe. Même s'il m'a tapé, oh, moi je vais rester, oh. Je ne peux pas effacer ce qu'on a traversé. Hey, me, I want
I go let am. Papa no fit tell you, say I go let am. Whoa, hey, c'est mon mari. Whoa, hey, c'est mon chéri. C'est le père de mes enfants, le père de mes enfants. Il prend soin de moi, il connaît donner l'argent. Ma maman tell me say my liver, I no get place for go. Who go provide for me? Moi j'ai resté éteint. Même si m'a tapé, oh, moi je vais rester, oh. C'est son pied, mon pied, oh. Me, I want to stay. Me, I want my home. Me, I want love. Mama, no fit tell you, say I go let am. Papa, no fit tell you, say I go let am. Whoa, hey, c'est mon mari. Whoa, hey, c'est mon chéri. This is to all the women in abusive homes. For the sake of your life, please leave. Sinon, c'est l'amour qui nous tuera. Okay, we'll take another shot. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci très chers auditeurs de nous retrouver sur la fréquence utile et agréable. Merci surtout d'écouter l'émission Fina Family. Fina Family qui vous propose un thème pour cette édition, une édition consacrée et qui rend hommage à notre compatriote Diane Yango qui a donc été tuée par son mari. C'était en 18 novembre 2023. Elle est donc décédée des blessures. Nous vous avons permis d'écouter une chanson pour planter le décor dans cette émission et c'est une chanson qui peut être révélatrice. Philippe Amanié Botiba, Oulanda dans ce titre essaye un peu de défendre son mari. Elle reste dans une maison, dans un foyer où elle est violentée en permanence et puis elle dit aux uns et aux autres mais c'est mon mari. Laissez-le me donner des coups de poing. Est-ce que c'est ce qui arrive très souvent chez les femmes parce qu'on leur fait le reproche chaque fois qu'on les interpelle, on leur demande de quitter des relations qui sont toxiques. Elles essayent tout le temps de se battre pour rester aux côtés de leur mari en espérant qu'ils pourront changer un de ces quatre matins. Est-ce que c'est justement l'erreur que de nombreuses femmes font? Alors, je ne saurais prendre la parole sans m'incliner. Oui. Devant la mémoire de Diane Yango, qui, oui, comme vous le savez, est passée de vie à trépas sous les mains de celui qui partageait sa vie et qui était le père de leurs enfants. Je dis bien leurs enfants à deux. Oui. Vous comprenez que ça ne peut être que suffisamment émouvant et interpellateur pour la société tout entière et dont la Commission des droits de l'homme du Cameroun ne saurait rester insensible
à ce chagrin qui devient même national, eu égard au mouvement, pas uniquement des féministes, qui tend à voir le jour ici à Douala, à Yaoundé aussi, et même dans d'autres parties du pays, montrant, s'il en était encore besoin, que les violences faites aux femmes sont une réalité au Cameroun. Et le vocable qui fait florès en ce moment, à savoir les féminicides, est certainement le vocable qui sied le mieux pour décrire donc ces violences qui ciblent la femme et qui conduisent inéluctablement et dans plusieurs cas, comme c'est désormais le cas, si on s'en tient au décompte fait par Griotte, cette compatriote qui nous renseigne sur les réseaux sociaux du décompte macabre, n'est-ce pas, des violences que les femmes connaissent dans la société au quotidien. Et j'en veux pour preuve, depuis le début de cette année, déjà pratiquement une vingtaine de cas enregistrés et dûment signalés, dont la plupart ont effectivement été portés à la connaissance de la Commission des droits de l'homme du Cameroun par son numéro vers le 1523 ou bien directement à travers des requêtes lorsque les populations sont au fait de l'existence de l'institution. Et c'est quoi en fait le problème? Ce sont les femmes qui... Cette chanson oui. qui parle nous révèle une situation désastreuse, mais que nous connaissons, que nous vivons au quotidien. Celle des femmes qui vivent dans le silence, le mépris, les coups, les blessures, et qui n'ont pour seul peut-être espoir que le changement de leur bourreau. Certains ont qualifié cela de syndrome de Stockholm, mais je dirais davantage que ces femmes elles-mêmes estiment que c'est peut-être une preuve d'amour. Vous comprenez donc que l'on est à s'inquiéter de se faire battre dessus. Lorsque, oui, ce sont les témoignages réels de femmes qui estiment qu'elles ne peuvent pas, dans certaines circonstances, peut-être livrer, entre guillemets, leur mari, que ce soit à la justice ou à la société, pour ces motifs-là. Nous, on s'interroge objectivement sur cet état de fait. Est-ce que les femmes doivent garder le silence? À la Commission des droits de l'homme du Cameroun, nous disons non. Parce que la parole libère quelque part. Et la parole permet même à ce bourreau-là de se remettre en question. Lorsque nous observons comme une chape de plomb dans la société, alors même que des violences se font dans le voisinage le plus proche et que personne ne lève le petit doigt, qui pour dénoncer, qui même pour s'interposer, l'on s'interroge sur la société tout entière. C'est pour ça que je me questionne encore cet après-midi sur notre société qui est devenue violente à plus d'un titre, qui tous les jours exprime cette violence par diverses manières. Et la famille, qui est un lieu de socialisation, est le reflet même de ce qui se vit dans la société tout entière. Mais est-ce que nous pouvons laisser cela perdurer? Voilà peut-être la question que nous devrions nous poser aujourd'hui. Oui. Vous êtes dans ce studio en compagnie de Maître Boris Chuisseux, qui est avocat au barreau du Cameroun. On parle donc de ces femmes qui défendent pratiquement leurs bourreaux. On parle de ces femmes également qui se rapprochent parfois des services de sécurité pour demander la relâche pure et simple de leur mari lorsque ceux-ci ont été interpellés, quelquefois dans le but de les dissuader. Mais est-ce que aujourd'hui la loi prévoit qu'un tiers puisse se saisir de l'affaire, même à l'insu d'une personne qui est maltraitée, parce qu'on parle beaucoup de femmes, mais il peut également arriver que ce soit des hommes qui soient victimes de violences. Est-ce que la loi permet aujourd'hui que un tiers, un proche, un voisin, un citoyen lambda puisse contacter les autorités judiciaires et chercher à sauver une vie?
Merci une fois de plus, Sidonie. Je m'incline également devant la mémoire de notre chère Camerounaise qui est décédée des suites des violences conjugales. Pour revenir directement à votre question, je suis toujours embêté lorsque, à chaque fois, des personnes sont victimes de violences et estiment, d'après elles, qu'elles doivent rester dans le foyer. Au prix, disent-elles, de l'amour. Pourtant, entre autres méthodes de saisine des juridictions ou des autorités judiciaires, il y a ce qu'on appelle la dénonciation. Pour revenir à votre question, justement, il est possible qu'un tiers ayant connaissance d'une infraction quelconque qui est causée saisisse la police ou la gendarmerie, en tout cas la police judiciaire, pour pouvoir dénoncer cette infraction et enclencher par là même la poursuite judiciaire. Je voudrais aller même plus loin en évoquant l'article 283 du Code pénal qui réprime l'infraction d'omission de porter secours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a la possibilité d'empêcher ou de faire empêcher la commission d'une infraction, a même l'obligation d'informer l'autorité. Oui. Ça veut dire que si cette personne, lorsqu'il est prouvé qu'il pouvait empêcher la commission de cette infraction-là, lorsqu'elle elle peut être poursuivie pour l'infraction de l'article 283, c'est-à-dire l'omission de porter secours. Oui. Donc, on comprend que tous en tant que Camerounais, lorsque nous n'avons pas, pendant qu'on savait qu'on était des voisins d'une personne qui subit des violences au quotidien, essayer d'interpeller les autorités compétentes pour qu'on puisse sauver la vie de ce compatriote, nous sommes tous coupables de tout ce qui pourrait arriver à cette personne. Philippe Amagné Botiba, l'affaire Diane Yango, remise au goût du jour après le verdict rendu par le tribunal de grande instance du Vouri, 5 ans de prison avec sursis, le paiement d'une amende de 52 000 francs CFA par l'époux condamné. Vous comprenez l'indignation des Camerounais dans le cadre de cette affaire, parce que nombreux ont fait des sorties pour s'indigner contre cette décision, qui plus est a été rendue par une femme, et on parle là des féminicides dont sont victimes les femmes. Est-ce que vous comprenez toute la vague d'indignation que ce verdict a suscité au sein de la communauté nationale, voire internationale? Oui, mais il faut déjà apporter une précision. Il s'agit davantage de dépens que d'une amende. C'est quoi la différence? Voilà, maître va certainement apporter parce que c'est une important aussi clarification pour... là-dessus. Mais toujours est-il que cette indignation qui est publique, qui est en réalité comme une forme de clameur populaire, renseigne sur ce que la société effectivement n'a pas certainement compris. Pourquoi un tel jugement de ce que j'ai entendu ici et là. Je comprends que certainement c'est peut-être parce que nous sommes dans un système où, vous voyez, les procès ne sont pas rendus publics à travers les médias comme ailleurs, et donc les motivations qui peuvent être celles des magistrats ne sont pas toujours bien comprises par les populations. Est-ce que ces magistrats ne s'appuient pas sur la loi pour rendre des verdicts? Toujours est-il que, vous savez, cette décision a été rendue en première instance. Et l'information qui a été communiquée à la Commission des droits de l'homme du Cameroun, c'est bien qu'il y a eu appel. Et donc, effectivement, cet appel-là montre que nous ne sommes pas dans un jugement définitif et que par conséquent, il peut y avoir requalification des faits et donc une meilleure appréciation de la décision qui a été rendue par la juridiction inférieure. Cela pour dire que est-ce que cela ne sera pas parce qu'il y a eu justement cette vague d'indignation qu'on cherchera à rattraper le coup? Cela pour dire que
la précision, et puisqu'on s'adresse aux auditeurs, Oui, le principe voudrait qu'on ne commente pas les d'accord. décisions de justice. Oui, Voilà, on ne commente pas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quand même une indépendance du pouvoir judiciaire au Cameroun et que le magistrat qui rend une décision rend cette décision en conscience. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'intime conviction. oui, Voilà. Il y a aussi, malheureusement, il faut le dire, il y a la loi. Il y a la loi. Mais il ne nous appartient pas à nous de subodorer ou de supputer que la loi a été mal dite. Parce qu'il appartient à la juridiction supérieure d'apprécier si la juridiction inférieure n'a pas dit le droit. Donc, toujours est-il que je serai donc très, très prudent dans mes prises de parole concernant le jugement qui a été rendu. Je comprends. D'ailleurs, quand je dis je parle intuiti personae, c'est-à-dire je parle pour moi. Je comprends, étant un père, étant Un frère. un frère, étant... Je comprends que ça peut un Choquer. peu rebuter, choquer, mais il faut savoir que peut-être Maître va donner plus de précision là-dessus. Il faut savoir que les arcanes judiciaires, effectivement, sont faits de toutes ces contradictions-là. Oui, C'est-à-dire oui. que parfois on se demande est-ce qu'il y a proportionnalité entre l'acte qui a été posé et la décision rendue. Voilà, ça c'est questionnable. Et il faut savoir que la Commission des droits de l'homme du Cameroun est là pour protéger les droits des justiciables. Oui. Et donc, parce que nous sommes donc là pour protéger les droits des justiciables, nous nous interrogeons, comme la société, sur éventuellement ce qui peut paraître parfois comme des dysfonctionnements de la justice. oui. Mais nous ne pouvons pas le dire si nous n'avons pas posé des enquêtes appropriées, si nous n'avons pas mené des investigations. Maître Voilà. Boris Chuisseux est donc dans ce studio pour clarifier toutes les zones d'ombre que pourraient avoir les auditeurs qui sont à l'écoute de cette édition de Fina Family. Est-ce que c'est la force des arguments des avocats d'Éric Bekobe, l'époux de Diane Yango, qui a réussi à convaincre le juge qui a rendu le verdict, ou alors c'est l'occasion de nous en dire plus sur les homicides conjugaux concernant les dispositions de la loi. Qu'est-ce que la loi prévoit dans le cadre des violences conjugales qui peuvent aboutir à la mort d'un des conjoints? Merci une fois de plus. Je voudrais commencer peut-être par faire une précision. Oui, C'est que nous n'avons pas la décision de justice qui a été rendue. Dans tous les cas, on ne pourrait pas la commenter. Nous n'avons pas été présents non plus lors des procédures qui ont abouti à une telle décision. oui, la question ne veut pas qu'on revienne forcément sur ce qui a été dit par le juge. Maintenant qu'on essaie de dire ce que la loi prévoit en cas d'homicide conjugal. Ok. Oui, D'abord, il faut commencer par comprendre que l'homicide en général, c'est le fait de causer la mort autrui. oui, Maintenant, pour revenir à l'homicide conjugal, c'est un homicide qui est commis par l'un des époux, par le mari ou par la femme contre l'autre. oui, La loi distingue deux types d'homicides. Les homicides involontaires et les homicides volontaires. L'homicide involontaire, c'est une sorte de commission d'une infraction ou alors une manière de causer la mort, mais qui n'a pas été faite de manière intentionnelle, oui. notamment par imprudence, Mhm. par négligence, par inobservation des règlements. Et c'est l'article 289 du Code pénal qui prévoit. Maintenant, s'agissant des homicides volontaires, il y a par exemple le meurtre. Oui, Le meurtre qui est le fait de causer la mort autrui, de manière intentionnelle bien sûr. Il y a également l'assassinat qui est prévu par l'article 276 du Code pénal. mhm. Notons qu'il y a également les coups mortels. Les coups mortels, c'est une infraction qui réprime de 6 ans à 20 ans ceux qui causent involontairement la mort autrui par des violences. Donc voilà un peu, en général, ce qui entre dans le cadre des homicides en général, et spécialement de l'homicide conjugal.
Mais il faut noter que le juge, en général, Oui. n'applique pas la loi de manière figée. Plusieurs circonstances peuvent entrer en droit de ligne, notamment la circonstance atténuante. Le juge peut estimer que, par exemple, lorsque quelqu'un a plaidé coupable, il diminue la peine. Ça a été le cas pour le mari de Diane Yango. C'est- Il a plaidé coupable. Certainement, c'est une petite justification. Oui. Le juge peut également estimer que lorsque la personne, lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire, lorsque la personne apporte la preuve qu'il n'a pas eu l'intention de commettre la mort, la peine elle peut être reconsidérée. Oui. Donc voilà un peu, en gros, ce que la loi prévoit par rapport aux homicides en général. Dans les homicides en général, mais les homicides conjugaux, la loi n'a pas encore essayé de s'attarder sur ce cas spécifique dans notre pays. Est-ce que vous pensez, là c'est une appréciation que vous pouvez faire en commentaire de votre point de vue d'homme de droit, qu'il est important aujourd'hui d'essayer d'améliorer le cadre juridique en ce qui concerne les affaires d'homicides conjugaux, les affaires de féminicide, parce qu'on a l'impression qu'au fil des jours, le phénomène semble croître malgré les différentes interpellations, malgré les différents rappels à l'ordre, malgré les différentes campagnes de sensibilisation. On n'a pas l'impression que le message passe. Est-ce que vous pensez qu'il est important désormais de durcir la loi en ce qui concerne les féminicides dans notre pays? Tout à fait, Sidonie. Il est même urgent que le législateur se penche spécialement sur le cas des violences conjugales. Oui. Parce que ce n'est pas seulement l'homicide. L'homicide, c'est un peu comme la conséquence. Mais les violences sont tellement légion dans nos foyers. Et les femmes, surtout qui sont les victimes, parce que physiquement, elles sont moins fortes Oui. que les hommes, puisqu'elles sont les victimes, devraient être plus protégées. Je pense que la loi pénale, notamment, devrait encadrer spécialement les homicides conjugaux. Oui. Je pense sincèrement. Oui. Philippe Amagné Boutiba, au niveau de la Commission des droits de l'homme, il y a des actions qui sont menées pour améliorer les conditions de vie des femmes qui sont très souvent victimes de violences conjugales. Est-ce que vous pouvez dire qu'au niveau de votre organe, vous avez évolué en ce qui concerne la protection des femmes qui au quotidien sont victimes de violences conjugales? Oui, mais avant de donner les actions de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, c'est quand même bien de repréciser que notre cadre normatif national protège la femme. Moi, j'en veux pour preuve. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas des points à améliorer? Non, attendez. Déjà, il faut savoir si l'existant est appliqué. Voilà. Voilà. Donc la question c'est quoi l'existant déjà? Voilà, nous avons un code pénal. Oui. Voilà, qui d'ailleurs est récent, puisque la dernière révision date de 2016. Oui. Et d'ailleurs, cette modification intervenue en 2016 protège la femme de manière spécifique. Si vous lisez par exemple les articles 230 et suivants, vous allez vous rendre compte qu'il y a, n'est-ce pas, des infractions qui ciblent directement la femme. Je parle notamment du viol. Oui. Y compris le viol conjugal, c'est-à-dire le viol qui se fait dans le domicile conjugal, oui. Sur le lit conjugal. Je parle également de tout ce qui peut, en raison, n'est-ce pas, de la vulnérabilité de la femme, peut être considéré comme des actes qui nuisent aux droits de la femme. Je pense par exemple à des doutes qui peuvent être excessifs, que le code pénal condamne. La femme a le droit de s'en offusquer. Bien sûr. Donc ce sont des infractions. Oui. Ce sont des infractions. Et je ne cite que ces cas-là pour que vous compreniez qu'il y a quand même effectivement des choses qui sont faites et le législateur effectivement a tenu compte de l'évolution de la société pour traduire dans les textes ces infractions. Mais à quel moment est-ce qu'ils ne sont pas appliqués? Est-ce qu'ils ne sont pas appliqués Alors, maintenant, la question que vous posez, c'est s'il y a un texte spécifique qui protège la femme contre les violences qui leur sont spécifiquement destinées. Oui. Alors, on peut faire mieux. Je suis d'accord. C'est la raison, certainement, pour laquelle le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a, en ce moment, entre autres projets, n'est-ce pas, une loi cadre
que ce ministère entend, n'est-ce pas, certainement dans les prochains mois ou prochaines années, déposer pour davantage protéger la femme contre les violences qui ciblent directement cette couche vulnérable de la population. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire davantage? Ce qu'on peut faire davantage, c'est d'abord la dénonciation, comme Maître l'a dit. La dénonciation, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a violence, et que cette violence n'est pas connue des autorités investies du pouvoir de réprimer, il n'y aura pas action. Mais il y a souvent, il arrive, Philippe Amagné Botiba, qu'on ait des cas où la femme s'est retrouvée à porter plainte contre le mari. Ce dernier a même été entendu au niveau de la police judiciaire, parfois plusieurs fois. Parfois, il lui a été demandé de ne plus se rapprocher de sa victime. Mais plus tard, il a quand même réussi à se rapprocher de cette dernière et a fini par commettre l'irréparable. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Voilà, d'où l'autre partie de mon intervention et qui va répondre à votre question, celle de savoir ce que fait la commission. Déjà, il faut savoir que lorsqu'il y a dénonciation, il faut forcément une action qui peut être publique. Et s'il n'y a pas action, si c'est un service public, là, c'est un déni de service. Oui. C'est un déni de service et qui peut être également dénoncé parce que c'est prévu et réprimé. Oui. Maintenant, il appartient aux institutions comme les nôtres. Déjà, c'est ce que fait la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Je l'ai fait en décembre dernier à l'occasion d'un atelier où nous avons sensibilisé les acteurs de la chaîne judiciaire sur les questions liées, n'est-ce pas, à la protection des droits des personnes détenues, mais avec un accent sur les droits des femmes, avec en sous-jacence, n'est-ce pas, les violences faites aux femmes, dont les féminicides que vous avez si bien mis sur la table aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous avions pensé à cette question? Simplement parce qu'il nous fallait réitérer une recommandation qui avait été déjà faite, à savoir avoir des points focaux, genre dans les unités de police et de gendarmerie, pour suivre les plaintes qui sont déposées et qui concernent les femmes qui seraient victimes de sévices corporels, mettant en cause leur conjoint ou pas, et quel que soit le lieu de commission de ces infractions. Parce qu'on s'est rendu compte que dès lors que l'infraction est posée dans le cadre familial, c'est à partir de l'unité de police considérée comme une circonstance atténuante pour engager des transactions qui vont nécessairement conduire à ce que la plainte soit classée sans suite. Donc vous comprenez qu'il faut nécessairement renforcer les capacités des acteurs judiciaires, donc de ceux qui sont censés recueillir ces plaintes-là. C'est vrai que vous me diriez que dans les unités de police et de gendarmerie, il y a bien les services sociaux, c'est-à-dire un représentant du ministère des Affaires sociales qui s'y trouve, mais on se rend également compte que ces responsables qui s'y trouvent ne jouent pas toujours forcément leur rôle de filtre. Et donc, il y a des brebis galeuses et donc des plaintes qui ne sont pas souvent suivies des faits. Malheureusement, nous le déplorons et je suis d'avis avec vous que nous pouvons faire davantage à ce niveau. Est-ce qu'il est possible pour un officier de police judiciaire qui s'intéresse à une affaire de violence conjugale de ne pas céder à la demande de l'épouse qui a été violentée de libérer son mari par la suite? Parce que très souvent, c'est des choses qu'on observe. Une femme dont le mari est interpellé, parfois c'est la belle famille qui se mobilise pour mettre un peu de pression à cette femme. Et si celle-ci ne se plie pas en quatre pour demander la libération de son époux, elle sera considérée comme étant une mauvaise femme. Est-ce que malgré le fait qu'elle demande pardon, les autorités judiciaires, les autorités sécuritaires doivent céder à cette pression? Voilà, ça s'appelle le désistement, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez des dames qui vraiment déposent plainte, mais en raison des considérations culturelles, parfois la honte, parfois d'autres critères, je l'ai dit à l'entame, certaines même évoquent l'amour, c'est-à-dire qu'elles auraient toujours l'affection, qu'elles auraient toujours pour le conjoint mis en cause, pour effectivement se désister. Il faut savoir que le désistement est également prévu. Mais le désistement n'éteint pas forcément l'action publique.
surtout lorsqu'on est en matière répressive. Quand je parle de la matière répressive, je parle des pratiques, des infractions qui sont caractérisées et qui sont susceptibles de troubler la quiétude publique, c'est-à-dire l'ordre normal des choses. Quand vous avez, par exemple, une situation de trouble du voisinage avec des coups répétitifs, Oui. voilà, que vous entendez chez le voisin, n'est-ce pas, et que vous allez porter plainte, et que vous amenez même peut-être la femme à porter plainte, elle peut, en raison des pressions, vouloir se désister. À ce moment-là, ce n'est pas toujours le cas. Mais, là je parle en théorie, l'action publique n'est pas éteinte parce que le procureur de la République peut toujours poursuivre. Oui. Il peut toujours poursuivre. Encore faudrait-il qu'il soit informé. Donc le problème, c'est comment porter l'information au procureur de la République. D'accord. Voilà. Si on s'est limité au niveau de la police judiciaire ou d'une Voilà. brigade de gendarmerie, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on saisisse le procureur pour Voilà, qu'il puisse parce que le poursuivre citoyen la peut aussi procédure. Oui. directement saisir le procureur de la République. Oui, Voilà. Et il le fait en engageant sa responsabilité civile, bien évidemment. Vous êtes sur ABK Radio, vous écoutez l'émission Fina Family sur la 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable, Fina Family. C'est cette émission qui est exclusivement consacrée aux problématiques des familles pour mettre en avant le bien-être de ces dernières. Diane Yango morte, c'est notre cas d'école. C'est sur son histoire qu'on s'appuie pour mener cette émission. Interpeller son époux, interpellé, incarcéré et jugé, la vie doit continuer chez les enfants qui étaient tous mineurs. Au moment de la disparition de leur maman, son dernier-né était âgé de 9 mois. Qui assure la garde des enfants pendant cette période de Maître Boris Chuisseux? Qu'est-ce que la loi a prévu dans ce sens? Parce que le papa, il est interpellé, la maman, elle est décédée. Comment ça se passe? Non, peut-être avant de revenir à cette question, je voudrais revenir sur le fait qu'effectivement, de plus en plus, on se rend compte que les femmes qui sont très excitées à déposer plainte pour une infraction commise contre elles par leur époux font rapidement volte-face, oui. vont directement demander un retrait et souhaitent par la même occasion que leur époux, leur tendre chéri, soit libéré. En réalité, dans ce cas, vraiment c'est relatif, ça dépend parce que selon le degré de l'infraction, la violence qui est en jeu, l'enquêteur ou la brigade qui est saisie peut, malgré son insistance à vouloir que son mari soit libéré, peut transmettre le dossier au parquet. Et le parquet, malgré son désistement, peut instruire la procédure et le condamner. Maintenant, par rapport aux enfants. Bon, restons d'abord sur ce que vous venez d'expliquer. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression que cela se fasse sur le terrain? Ça dépend du niveau d'argumentation des femmes. Parce qu'à ce moment, c'est l'État qui serait en train de pécher, de ne pas voler au secours d'un compatriote qui est en danger, qui n'en a pas conscience. En réalité, la femme, ça dépend de son niveau, comme je disais, d'argumentation. Elle peut vraiment plaider auprès de l'enquêteur qui, dans tous les cas, est un être humain. Il peut à un moment comprendre la situation et céder, même si ce n'est pas bien de céder, parce que dans tous les cas, personne ne sait que la conséquence peut être aussi dramatique. Personne ne pense à ces conséquences-là. Est-ce que pour résoudre le problème, il n'est pas important de mettre sur pied une loi qui contraigne et qui ne donne plus la possibilité justement à ces femmes, une fois que la plainte a été déposée auprès de la police judiciaire ou dans une brigade de gendarmerie, de changer d'avis, quelle que soit la décision prise par la suite, que la procédure puisse évoluer normalement? Est-ce qu'on ne peut pas y arriver pour résoudre justement ce problème de féminicide qui s'oppose chez nous avec beaucoup de, comment je vais dire ça, avec beaucoup d'acuité, avec acuité ces temps-ci? En réalité, vous savez que la loi est impersonnelle et elle est générale. Elle n'est pas faite pour être appliquée à un cas spécial. Oui. Sauf si on crée une loi spéciale pour régler ce cas spécial.
Donc, en l'état actuel, la loi est telle que la personne a la possibilité, toute personne, je dis bien pas seulement la femme, toute personne à un moment ou à un autre a la possibilité de demander que sa plainte soit retirée. La possibilité. Maintenant, cette demande n'oblige pas l'autorité judiciaire qui peut, malgré cette demande, lui envoyer un refus et pouvoir poursuivre la procédure. Donc, c'est vraiment actuellement, c'est l'état actuel de la loi. Maintenant, si ce qu'on veut plaider plus, on pourra simplement changer la loi ou créer une autre loi qui réglemente cette situation particulièrement. Voilà, on revient à notre question. L'épouse décédée dans le cas de Diane Yango, l'époux interpellé qui assure la garde des enfants pendant cette période. Est-ce que le législateur a prévu un cadre pour permettre à ces enfants de pouvoir évoluer en l'absence de leurs parents? Nous devons comprendre tous que la garde des enfants est soumise à un principe, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Donc, quel que soit ce qui sera rendu comme décision ou quel que soit ce qui sera pris comme décision, ce n'est que l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être mis en branle. Dans ce cas précis, si il n'y a aucun parent pour s'occuper des enfants, il est évident qu'un proche parent pourra demander, parce que là c'est un tribunal qu'il faut saisir, pourra demander au tribunal la garde de l'enfant en soulevant ses moyens d'absence des parents et ils pourront être autorisés à garder l'enfant. Mais c'est une décision de justice. Ce qui se passe maintenant, certainement, ce sera une décision de fait. Parce que je suppose qu'actuellement, les enfants ne sont pas en possession, entre les mains du père qui est manifestement libéré. Mais, je suis sûr, je pense qu'il y aura une guerre entre la famille de la dame et le monsieur qui est manifestement relâché. Mais à ce niveau-là, c'est le tribunal qui va prendre ses responsabilités et désigner lequel des personnes va garder l'enfant. Mais notons quand même en principe et par juridiquement que c'est le père qui assure l'autorité sur son enfant. Oui. Ça c'est le principe. Philippe, maintenant ça peut arriver que de manière pratique que le tribunal estime que le père n'a pas la capacité d'assurer cette autorité et confie cette autorité à une autre personne, même si ce n'est pas un membre de la famille. Philippe Amagné Boutiba, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent à l'instant que vous êtes chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour la région du littoral. On s'intéresse aussi aux intérêts des enfants parce que très souvent, lorsqu'un drame comme celui-là arrive, on a tout fait de s'apitoyer sur le sort peut-être du parent qui ira en prison et du parent qui a perdu la vie. Mais on pense très peu aux enfants qui ont pourtant des droits d'avoir un cadre familial sain qui leur permette d'évoluer de façon équilibrée dans la société. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à ces enfants-là, malgré le fait qu'ils aient perdu leurs parents de cette façon-là, de pouvoir évoluer dans un environnement qui puisse leur permettre d'être épanouis? Effectivement, c'est un drame social inimaginable. Parce que voyez-vous, et vous faites bien de dire des enfants qui perdent leurs parents. Oui. Alors qu'il n'y a que la maman qui est effectivement partie définitivement. Oui. Et que le papa risque une condamnation étant entendu que la décision de justice n'est pas encore définitive. Ça veut dire qu'il est possible effectivement qu'il fasse la prison. D'autant même qu'il est loin de ses enfants. Voilà, il y a déjà une séparation qui est en train de se vivre. Maintenant, je veux poser la question autrement. Oui. Est-ce que le juge n'a-t-il pas pris en considération ces éléments, peut-être dans le rendu de sa décision? Vous avez si bien, maître, mis en exergue les circonstances atténuantes qui peuvent motiver une décision judiciaire. Vous savez, il y a la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Et lorsqu'on va dans l'esprit de la loi, convoquant l'intérêt supérieur de l'enfant, ici, il n'est pas question pour la société, surtout lorsqu'on rend une décision de justice, de priver les enfants
de leurs parents. Non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit de visite est un droit fondamental. Le droit de visite reconnu aux détenus, c'est un droit fondamental. Et qui est élargi aux enfants. Ça veut dire que on ne saurait, parce que condamné, être empêché de voir ses enfants. Ça va à l'encontre de l'intérêt supérieur des enfants et ça va également même si on l'est parce qu'on a ôté la vie à leur maman. Il n'y a pas de différence. Encore que je continue à dire, ce n'est pas la société de dire que tel ou tel aurait ôté la vie. C'est à la justice de le dire. Même quand le condamné ou alors le présumé coupable plaide coupable, c'est-à-dire il reconnaît l'avoir fait. C'est pour ça que la procédure judiciaire est longue. Oui. Et permet même, vous avez vu dans certaines circonstances, après des années, une quarantaine d'années pour certains cas que nous connaissons, nous avons vu que celui qui avait été condamné a finalement été disculpé. Vous vous rendez compte que, effectivement, à ce moment-là, vous devez certainement parler avec beaucoup de circonspection. Et c'est ce que j'essaie d'observer. Oui. Je ne dis pas que le mari de Diane Yango est exempt de tout reproche. D'ailleurs, il l'a lui-même reconnu. Oui. Mais ce que je dis, et je réponds à votre question, c'est: est-ce qu'il faille nécessairement priver les enfants de l'amour paternel, puisque c'est lui qui demeure? Je dis non, c'est un droit fondamental et c'est bien organisé, puisque il a droit, même comme détenu, aux visites. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, on retient que le papa de ses enfants, il y en avait 3 au total, selon les informations que nous avons eues au moment où Diane Yango est décédée. Elle était âgée de 31 ans, elle a laissé 3 enfants et à cette époque-là, elle avait tout petit bébé de 9 mois. Et c'est d'ailleurs pendant qu'elle était au chevet de cet enfant qui était malade que la dispute s'est déclenchée avec son époux, cette dispute qui a finalement conduit à sa mort. On retient donc ceci comme cela. Est-ce qu'il est possible d'avoir un arrangement à l'amiable entre les membres des familles de la victime ou du meurtrier lorsqu'un tel drame se produit? C'est justement ce que le code pénal, qui date de 2016, reprouve. C'est-à-dire que il ne saurait y avoir d'arrangement dans les matières pénales où il y a manifestement une action publique qui est requise et même si les parties arrivent à s'entendre, cela n'absout aucunement et n'éteint aucunement l'action publique parce que cette action publique qui intervient vise à protéger la société, à protéger l'ordre public. En d'autres termes, si un monsieur, c'est un cas fictif, viole un enfant et par un mécanisme, un procédé arrive à s'entendre avec la famille de l'enfant, c'est ce qu'on a souvent vu, surtout dans la partie septentrionale, oui. Et en disant que je vais prendre pour épouse cet enfant qui est mineur de 12 ans, qui est enceinte, qui vous comprenez que cela n'enlève en rien au fait que l'acte qu'il a posé est hautement reprimé par la loi et donc qu'il sera poursuivi. Et je le dis, quand je le dis, je parle ici en théorie. Oui. Maintenant, parce que je suis à la Commission des droits de l'homme et parce que justement, cette commission a été créée pour recevoir des plaintes de ceux qui n'obtiennent pas forcément justice en raison de ce qui est prévu par les textes, je sais que dans la pratique, ce n'est souvent pas le cas. Et c'est pour ça que j'interpelle les auditeurs à dénoncer, à poursuivre leur action de dénonciation, parce que ce n'est que comme ça que la société va évoluer. Lorsqu'il y a transaction sur des matières hautement répressives, il faut savoir que cette transaction, c'est l'arrangement à l'amiable, comme on l'appelle au quartier. Lorsqu'il y a transaction, cela fausse en réalité le jugement,
que l'on peut poser sur une affaire et ce jugement qui devrait en principe être neutre et objectif. Oui. Voilà. On le comprend donc avec vous, Philippe Amagné Botiba. C'est pas du tout évident. Est-ce que, avant de permettre aux auditeurs de souffler un tout petit peu en écoutant un peu de musique, est-ce qu'il est possible pour la Commission des droits de l'homme de se saisir d'une affaire, même si elle n'a pas été sollicitée par un tiers? Est-ce que vous pouvez, si vous avez connaissance d'une affaire, d'une injustice qui est en train de se passer dans une famille, vous présenter à cette famille-là, vous présenter devant les autorités compétentes pour obtenir réparation? Très, 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 très bonne question. La Commission des droits de l'homme du Cameroun a été créée par une loi qui remonte à 2019 et qui confère à cette institution un mandat de protection des droits de l'homme. Et lorsqu'on parle du mandat de protection, on fait ici référence à la capacité offerte à l'institution de pouvoir recevoir des plaintes. En fait, nous, on appelle cela chez nous des requêtes. Oui. Et il faut savoir que tout le monde, ne connaissant pas forcément la commission, le législateur l'a intégré et a prévu la faculté pour la commission de se saisir d'office d'une situation qui peut être attentatoire aux droits de l'homme. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans le cas d'Anne Yango. Oui. En fait, nous n'avons pas été officiellement saisis. Mais depuis la survenue de cette affaire, c'est-à-dire le décès de Diane Yango, le 18 nous novembre suivons 2023, l'affaire et nous avons d'ailleurs mené des diligences pour obtenir effectivement une sanction exemplaire pour les personnes, là où les personnes mises en cause dans cette affaire. Oui. Et nous sommes aujourd'hui déjà contents qu'après 16 mois, il y ait eu quand même une évolution, même si cette évolution n'est pas satisfaisante du point de vue de l'opinion publique. Est-ce que vous êtes satisfait au niveau de la commission? Parce que on peut bien parler de l'opinion. Je vous ai donné à l'entame de mon propos l'avis de la commission. Et l'avis de la commission, elle est simple. Oui. La commission ne commente pas les décisions de justice. Oui. Mais la commission éclaire d'un jour nouveau la décision de justice. Et ça se fait par quelle faculté? Par la faculté de l'amicus curiae, qui permet que la commission intervienne un peu comme un conseil de la juridiction compétente pour mettre en exergue les points d'ombre qui auraient pu échapper à cette juridiction et permettre ainsi que la juridiction rende une décision qui soit conforme à la loi. Donc vous veillez à ce que les choses soient faites dans le strict respect de la loi. Je puis d'ailleurs vous donner en exclusivité l'action envisagée par l'antenne dont j'ai la charge. Nous vous écoutons. Celle de soutenir par une intervention en amicus curiae, c'est-à-dire qu'il y a un mémoire que nous allons déposer dans les jours qui viennent auprès du président de la Cour d'appel, à l'effet de prendre en considération effectivement des éléments qui, en première instance, auraient pu passer inaperçus et qui sont, je le dis encore, strictement les éléments de droit et non de faits subjectifs. Parce que ces éléments de faits subjectifs sont débattus au procès. Merci, merci pour cette précision. Nous vous offrons, très chers auditeurs, une respiration musicale et nous nous retrouvons pour la suite de cette édition de FINA Family, une édition qui nous permet de bénéficier des éclairages de Philippe Amagné Botiba, qui est donc, il est donc le responsable, voilà, le chef d'antenne, voilà, je cherchais le chef d'antenne régional de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral, et maître Boris Chuisseux, avocat au barreau du Cameroun. Merci. Pas le numéro vert, le 15-23. On reviendra là-dessus avant de boucler cette émission, rassurez-vous. Philippe Amagné Botiba, très chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de FINA Family sur ABK Radio. On se retrouve juste derrière ceci.
soir nous avions eu les prises de bec. C'est pas la raison pour laquelle tu devais partir. Oubliant tes enfants, oubliant ta maison, oubliant tout ce qui était lié à toi. Hier soir nous avions eu les prises de bec. C'est pas la raison pour laquelle tu devais partir. Oubliant tes enfants, oubliant ta maison, oubliant tout ce qui était lié à toi. Amis t'ont tant parlé, tu as toujours fait la sourde oreille, oubliant tes enfants, oubliant ta maison, oubliant tout ce qui était lié à toi. Notre plus beau cadeau que nous avions eu dans la vie, ce sont nos enfants. S'il leur arrive quelque chose, nous serons tous responsables. Quand une femme perd son mari qu'elle aimait bien, ça fait mal. Quand un homme perd autant, ça fait tout aussi mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal, mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. Notre plus beau cadeau que nous avions eu dans la vie, ce sont nos enfants. S'il leur arrive quelque chose, nous serons tous responsables. Quand une femme perd son mari qu'elle aimait bien, ça fait mal. Quand un homme perd autant, ça fait tout aussi mal. C'est le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal, mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. On ne vit que l'excès de cas. Les hommes et les femmes qui se déchirent. Quand la haine s'installe, c'est l'amour qui prend le large. Tel est bien le constat qui se dégage. Tous les jours on ne vit que l'excès de cas. Les hommes et les femmes qui se déchirent. C'est l'amour qui prend le large. Tel est bien le constat qui se dégage. C'est le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. Ça fait mal, mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. Quand tout ceci advient dans un foyer, ce sont les enfants qui en sont les vraies victimes. Quand les parents ne s'entendent plus, SOS au service social, les enfants souffrent. Quand tout ceci advient dans un foyer, ce sont les enfants qui en sont les vraies victimes. Quand les parents ne s'entendent plus, oh, SOS au service social, les enfants souffrent. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique.
divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal, mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci de nous retrouver sur ABK Radio après cette musique signée Gay à la route, divorce à sens unique. Donc, quand l'amour n'est plus au rendez-vous entre le père et la mère, ce sont les enfants qui en sont les vraies victimes. Raison de plus pour que les uns et les autres se battent pour être en harmonie, pour permettre à ces enfants d'évoluer dans un environnement favorable à leur épanouissement. On se retrouve pour la suite de notre émission Fina Family, une émission qui rend hommage à Diane Yango, qui est une enseignante camerounaise qui est décédée le 18 novembre 2023 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa dans la ville de Douala des suites de violences conjugales. On s'intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce programme à la décision qui a été rendue par le tribunal de première instance de Douala, ce tribunal qui a condamné son époux Eric Bekobe à 5 ans de prison avec sursis. Et c'est l'occasion pour nous de poser la question à maître Boris Chuisseux de savoir quelle est la différence qui existe entre une décision de justice condamnant une personne à peut-être 5 ans de prison ferme et à 5 ans de prison avec sursis. C'est quoi la différence entre ferme et sursis? Vous devez comprendre d'abord que les jugements en matière pénale sont rendus soit par l'emprisonnement, soit par la peine de mort, soit par l'amende qui est financière. Oui. Relativement à l'emprisonnement, il y a l'emprisonnement peut être ferme ou peut être avec sursis. Et pour faire simple, l'emprisonnement ferme voudrait simplement dire que la personne exécute vraiment la décision. Ça veut dire que si on dit 5 ans d'emprisonnement ferme, la personne va faire 5 ans en prison. Oui. Par contre, l'emprisonnement avec sursis, c'est qu'on suspend l'exécution de la décision, donc sursoit à l'exécuter. De sorte que si la prochaine fois il commet la même infraction, il sera condamné en priorité sur la première décision. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça la différence qu'il y a entre l'emprisonnement ferme et l'emprisonnement avec sursis. Il faut juste comprendre que l'emprisonnement ferme, on exécute directement la décision. Et l'emprisonnement avec sursis, on suspend la décision pour l'exécuter plus tard si la personne commet la même infraction. Bon, je vais essayer de récapituler, selon ma compréhension. Une décision d'emprisonnement ferme, ça veut dire que vous restez en prison, vous purgez votre peine jusqu'à ce que vous atteigniez le temps imparti à cette peine. Maintenant, emprisonnement avec sursis signifie qu'à partir du moment où la décision de justice a été rendue, vous pouvez être libéré. Oui. Vous pouvez être libéré et si jamais vous vous rendez coupable d'autres faits similaires, vous êtes interpellé. Et à ce moment-là, si on vous condamne par exemple à 10 ans de prison, vous aviez passé peut-être 2 ans sur les 5 ans de sursis, vous allez d'abord purger les 3 ans restants avant de purger les 10 ans
qui ont été rendus dans le cadre d'une nouvelle affaire. En réalité, lorsque vous êtes condamné avec sursis, Oui, ça veut dire qu'effectivement vous êtes libéré. oui, Mais si vous êtes poursuivi également pour la même infraction, oui. c'est la première décision qui vous sera exécutée en priorité. En fait, vous 5 ans de prison, ça signifie, je suppose pour le cas en fait, prenons un exemple, vous avez déjà passé 2 ans en prison, ça veut dire qu'il vous reste 3 ans à passer en prison. C'est cela? Dans quel cas? Dans le cas de la procédure. oui, dans le cas d'un emprisonnement avec sursis. Non, dans le cas d'un emprisonnement ferme, Oui. si vous avez passé déjà 2 ans en prison, vous allez compléter, ça va faire 3 ans. Ah, d'accord. Vous allez terminer. Oui. Mais dans le cas de l'emprisonnement avec sursis, vous allez sortir de prison et venir exécuter le reste si vous commettez la même infraction plus tard. Oui. Donc, ce n'est pas automatique. D'accord. Il faut encore que vous commettez cette infraction-là pour qu'on puisse appliquer la première décision. Mais à ce moment-là, on appliquera simplement cette décision. Vous ne serez plus recondamné. Il n'y aura plus un nouveau procès qui sera ouvert Une procédure ouverte. dans cette nouvelle Une affaire. procédure ouverte. Lorsque vous êtes poursuivi, Oui, procédure ouverte, mais lorsqu'on se rend compte que les éléments sont réunis oui. pour la nouvelle infraction que vous venez de commettre, la première condamnation va vous être appliquée d'abord et la seconde peut également vous l'être. D'accord. En fait, on se rejoint parce que c'est ce que j'essayais de remettre, en fait, de repréciser. Tout à fait. Oui, c'est comme ça que je l'avais compris. Et donc, on s'intéresse dans le cadre de cette affaire de Diane Yango à ce que les dispositions de la loi permettent aux familles de faire. Est-ce que la loi a pensé également aux familles des victimes dans ce cas-là, ou alors on ne prend pas en compte certains éléments qui pourraient avoir un rapport avec, par exemple, la famille de la fille? Je ne comprends pas très bien la question. Oui, la famille, en fait, il y a un préjudice. Sous d'autres cieux, je peux me tromper. Lorsqu'une décision de justice va être rendue, on essaye de mettre en avant la perte qui est enregistrée peut-être par les membres de la famille qui ont investi, parce que c'était une enseignante qui a été à l'école, qui a pu avoir un boulot, qui devait travailler si jamais elle n'avait pas été arrachée brutalement à la vie dans ces circonstances-là, peut-être jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre l'âge de la retraite. On essaye un peu de voir dans la fixation des différentes amendes ou bien de la réparation, dans le cas de la réparation du préjudice causé, on prend en compte justement cet investissement qui a été fait peut-être par la famille de la personne qui est décédée. Tout à fait, tout à fait. Madame Yango est la victime. C'est tellement que lors du procès, il y avait quelqu'un qui la représentait, Oui, qui s'est constitué partie civile. Ça veut dire peut-être qui a évalué le préjudice cette partie civile-là aurait subi. Maintenant, il a évalué, il a expliqué au juge. Et lorsque le juge rend sa décision, il prononce la condamnation et il peut également statuer sur les intérêts civils. oui. Je ne sais pas si ça a été le cas dans ce dossier. Mais c'est possible de le faire. C'est possible de le faire, c'est Oui. très possible de le faire. Oui, Donc il est possible effectivement qu'une partie vienne estimer que le décès de telle personne m'a causé tel préjudice oui. et que je voudrais être réparé. Et le juge va rendre une décision en tenant compte de ces intérêts civils-là. Philippe Amagné-Botiba, quelque chose à ajouter sur cet aspect bien précis? Non, maître a été suffisamment clair. Oui. Voilà, il faut savoir que le suicide à exécution ici, vraiment, vous savez, lorsque il y a un suicide, comme dans une affaire pareille, c'est certainement en raison, comme je l'ai dit tantôt, plutôt des circonstances atténuantes. Oui. Mais les informations que nous avons à la Commission des droits de l'homme du Cameroun font état de ce que jusqu'à présent le mis en cause dans cette affaire n'a pas été libéré. Oui. Voilà, il faut savoir qu'il n'a pas été libéré, d'autant que le parquet également a interjeté appel. Oui. Et il n'a pas aussi été libéré simplement parce que
ça relaxe, peut être source de troubles à l'ordre public et peut même aussi poser peut-être des considérations sécuritaires pour sa propre personne. Oui. Et je pense que tout le tapage qui est fait tout autour de cette affaire montre simplement l'intérêt que les Camerounais ont de plus en plus pour les questions judiciaires et quelque part également, c'est le signe que la sensibilisation que nous faisons porte ses fruits. Et nous demandons donc à tous les justiciables, parce que nous sommes tous des justiciables. Tout à fait, oui. Voilà, de continuer d'être vigilants et de, s'il y a un problème, de toujours se rapprocher des personnes qui sont les plus à même de donner le bon conseil. Je pense que ce sont des juristes le plus souvent, je pense aux avocats, mais je pense aussi à la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui peut apporter une assistance judiciaire à ceux qui en ont besoin et même une assistance juridique pour éclairer effectivement la lanterne de ceux qui ne comprendraient pas forcément les décisions qui sont rendues en justice. Est-ce que vous vous intéressez également à l'accompagnement psychologique? Parce qu'on parle des droits de l'homme, cela peut également ramener à la santé mentale des enfants qui peuvent également ressentir, même si on a un bébé, il va ressentir quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. On a des enfants qui étaient quand même adolescents, qui peuvent savoir qu'il y a des choses. Est-ce que l'accompagnement psychologique a été, est un élément sur lequel vous essayez de vous appesantir au niveau de la Commission des droits de l'homme? Déjà, c'est automatique. La Commission n'a pas forcément besoin de faire cela parce que quand il y a un choc comme ce qu'a vécu cette famille, forcément vous allez voir une mobilisation des agents sociaux qui vont, n'est-ce pas, accompagner sur le plan psychosocial les victimes. Et quand on parle de victimes ici, il ne faut pas toujours voir la victime qui a succombé. Il faut voir les victimes dans leur sens large, c'est-à-dire les victimes indirectes, y compris les membres de la famille. Tout à fait, qui peuvent être effectivement bouleversés par ces événements. Et effectivement, la Commission des droits de l'homme prend l'homme dans toute sa dimension. La dimension affective, la dimension psychique, et même aussi la dimension qui est physique, celle que nous connaissons tous. Simplement parce que nous ne pouvons pas protéger les droits de l'homme si ces aspects qui peuvent faire l'objet d'une atteinte ne sont pas pris en considération. Vous avez parlé des considérations liées à l'intégrité morale des individus. Parce que lorsqu'on parle du mental, en fait, c'est une intégrité morale que l'on peut effectivement mettre en péril à travers un agissement comme celui-là. Et la Commission ne peut effectivement que s'en préoccuper. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, il faut savoir que le juge, certainement, en rendant la décision qui a été rendue en première instance, c'était certainement également pour donner comme une deuxième chance. Pourquoi pas? Je le dis et je le subodore, n'est-ce pas? À ce repentir-là. Et c'est donc une dimension qui est éminemment métaphysique. C'est-à-dire que qui n'est pas physique, qui est prise en compte et qui vient à choper avec des considérations physiques que nous connaissons et qui sont définies dans le code pénal. Est-ce que pour ce type de bourreau, il n'est pas également prévu qu'il y ait un suivi psychologique, comme ça se voit sous d'autres cieux? Je peux d'ailleurs vous dire que c'est le cas. Je le dis parce que nous rendons visite aux détenus. Nous rendons visite aux détenus et il y a un suivi psychologique qui est fait, même s'il peut, dans certaines circonstances, être remis en cause en raison de la qualité. Voilà. Parce qu'il peut arriver... Il faut savoir qu'il y a des assistants sociaux même en prison. Il peut arriver qu'une personne comme celle-là soit peut-être malade, qu'elle soit aujourd'hui détruite par une enfance qui n'a pas du tout été facile. Mais il ne nous appartient pas encore à nous, dans le cas d'espèce, de dire que c'est le cas. Mais est-ce que c'est prévu par la loi camerounaise d'assister ce type de personnes psychologiquement? Je puis vous dire que s'il est établi qu'il est mentalement instable, cela absout sa responsabilité. Ça veut dire que en réalité, sa place n'est même plus en prison,
mais dans un autre lieu, ce qu'on appelle les centres psychiatriques, c'est-à-dire à l'hôpital. Donc pour dire que on est pénalement responsable uniquement à partir du moment où on démontre la plénitude de ses facultés mentales. Dès lors qu'il y a un doute, et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous fassions très attention aux mots que nous utilisons, surtout en parlant de cette affaire, simplement parce que cela peut prêter à équivoque et biaiser même. C'est pour ça qu'on ne doit même pas faire de commentaires tendancieux. Voilà, on ne doit même pas orienter. Est-ce qu'il ne faudrait pas mentionner, au cas où il pourrait y avoir des éléments comme ceux-là qui interviendraient dans la décision? À dire, si on parle de manière générale, voilà, ce que vous dites, ça tient. Mais dans le cas d'espèce, il ne nous appartient pas. Ici, dans ce studio, ici à ABK, de dire que il faut peut-être qu'on regarde ceci ou cela. Non, l'enquête a établi déjà tout ça. Maintenant, le procès va encore, s'il y a lieu, établir les manquements et éventuellement la décision qui sera rendue va refléter l'existant, c'est-à-dire la réalité des faits. Parce que, voyez-vous, la justice ici vient simplement réparer un tort qui a été commis, mais cette réparation ne peut pas se faire in integrum. Ça veut dire que dans l'intégralité, parce qu'on ne peut pas ressusciter quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas restituer, c'est-à-dire que réparer comme c'était avant. C'est difficile. Voilà. Maître Boris Suisseux, le parent condamné peut-il se rapprocher de sa progéniture après avoir purgé sa peine? Bien sûr, le fait qu'il soit condamné ne retire pas sa qualité de parent de tel ou tel enfant. Ce qui ne constituerait pas un danger pour cette progéniture? En réalité, lorsque tu purges ta peine, ça veut dire que tu as payé à la société le tort que tu as commis. Donc tu redeviens un citoyen lambda, un citoyen normal. Ça veut dire que tu peux vaquer à tes occupations comme tu le faisais avant. En conséquence, tu peux effectivement rencontrer ton enfant et être le parent que tu devrais être pour lui. Donc il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Sauf si, parce qu'on parle toujours en matière juridique avec en temps relatif, sauf si les parents, veut dire celui qui a la garde de l'enfant, maintient cette garde de l'enfant. Mais dans tous les cas, le droit du père de rencontrer son enfant ne souffrira de rien. Et supposons que nous ayons des enfants qui soient déjà des adolescents et qui ne souhaitent pas être au contact d'un parent qui a été coupable du meurtre d'un autre parent. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va contraindre cet enfant à accepter de rencontrer ce parent, ou alors la loi lui permet de ne pas continuer à être au contact du parent coupable? Non, en réalité, lorsque vous êtes mineur, vous ne répondez pas par vous-même. Vous répondez par celui qui est à votre garde. D'accord. Ça veut dire simplement que tant que les enfants sont mineurs, le père peut les rencontrer. Maintenant, s'ils sont majeurs, ils ont le droit de ne pas les voir, ils sont libres de leur mouvement, ils peuvent ne pas rencontrer leurs parents. Philippe Amagné-Botiba, nous sommes rendus au terme de cette édition de FINA Family. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette édition de FINA Family en ce qui concerne justement les effets que les homicides conjugaux ont sur la vie de famille après? Alors, on peut retenir que il ne faudrait pas que les violences qui sont perpétrées dans le milieu familial continuent de perdurer en raison des drames que ces violences peuvent charrier. Et ces drames sont réels. Aujourd'hui, nous parlons de Diane Yango, mais demain, ça peut être une connaissance, notre propre fille, notre mère, notre sœur, etc. Et il ne faudrait pas que ce soit à ce moment que nous réalisions qu'on aurait pu peut-être agir. Et lorsque je dis nous, j'interpelle toute la société. La société qui est devenue pratiquement insensible
insensibles aux cris qui se font entendre ici et là. D'autant que vous avez des cris qui sont même dénoncés auprès des sources les plus autorisées, mais sans forcément de réaction appropriée. Oui. Et c'est donc dit qu'il ne faudrait plus que les signes avant-coureurs de violence soient laissés, n'est-ce pas, sans dénonciation. Il faudrait certainement que la dénonciation puisse prévenir ce genre d'abus, oui, ce genre de crime, parce qu'en réalité c'est un crime. Un crime contre la mère de l'humanité, en fait, qui est un crime contre l'humanité tout entière. Oui. Et j'aimerais également dire qu'en sociologie, on raisonne par typicalité. Il n'est pas ici question de dire que les hommes également ont des droits et que, en conséquence, la femme aurait fauté et donc serait nécessairement peut-être à même de subir quelques représailles que ce soit. Non. Il est simplement question de comprendre que parce qu'on a, comme homme, des privilèges énormes. Est-ce que vous savez qu'il y a un site français qui a recensé 68 privilèges pour les hommes, parmi lesquels un privilège simple. Un homme qui ne se marie pas, ça ne pose aucun problème à la société. Oui. Un homme qui va de femme en femme, parfois même étant marié, ça ne pose pas réellement de problème à la société. Il est considéré comme un homme vigoureux. Voilà, un homme peut-être qui ne va pas dans la cuisine, qui ne s'occupe pas des enfants, ça ne pose aucun problème à la société. Oui. Mais il suffit que la femme fasse la même chose, mais la société va se lever comme un homme. Vous voyez que je répète, je prends encore l'exemple de l'homme pour montrer à quel point la société est patriarcale. Et donc, on a légitimé, sans le vouloir, des comportements qui aujourd'hui produisent des effets terribles pour nous-mêmes. Lorsqu'on parle déjà de féminicide, je vous rappelle qu'il n'y a pas l'équivalent chez les hommes. Non, je n'ai pas le mot qui est l'équivalent de violences faites aux hommes ayant entraîné la mort de l'homme. Un peu comme les violences qui auraient entraîné la mort d'une femme et qu'on appellerait féminicide. Donc vous comprenez que s'il y a tout un mot qui est consacré à ces actes barbares, c'est simplement parce que c'est une alarme qu'on attire pour dire vraiment il faut que nous mettions fin à tous ces agissements qui peuvent être source de violence. Le mariage, la vie de couple n'est pas un cheminement facile. Et lorsqu'il y a dissension, la loi elle-même a prévu les modalités de règlement des conflits au sein du couple. On peut faire intervenir les tiers lorsque le dialogue achoppe. Et je ne vais jamais cesser de le répéter, la commission n'est pas une institution qui sépare. C'est une institution de conciliation, de médiation, de dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où il y a dénonciation auprès de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, nous, on ne viendra pas vous séparer. Nous, on viendra... Et c'est nécessaire, vous pourrez le faire quand même. Voilà, on ne viendra pas vous séparer parce que ce n'est pas notre office, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de réconcilier. Par contre, nous serons toujours contre les violences. Quel qu'en soit l'auteur, ça veut dire que les violences concernent la femme ou que ces violences-là, en réalité, mettent en cause l'homme ou la femme, nous, ça nous préoccupe. Donc, quelle que soit l'origine. Et nous, à la Commission des droits de l'homme, nous avons mis sur pied un numéro vert, le 1523. J'ai eu peur tout à l'heure parce que je me suis dit certainement allons-nous laisser ce plateau sans que je ne communique ce numéro qui sauve des vies. Le 1523, Le 1523, c'est-à-dire dans sa chambre. Qui est gratuit. Lorsqu'on a déjà le sentiment que c'est gratuit, on va recevoir, je ne sais pas trop quoi, un coup. H24. Ça fonctionne H24. Ça fonctionne H24. D'accord. Sauf s'il y a des perturbations de réseau, sauf s'il y a des considérations techniques qui échappent à notre emprise. Monsieur Botiba, dites-nous que sauf si la personne qui doit répondre s'est endormie. Non, là, je ne le dirai parce jamais. Parce qu'on va le comprendre. C'est un numéro on va aussi comprendre gratuit, que cette personne a besoin de repos de temps en temps. Accessible par Orange, MTN, Camtel,
Nextel. Faites tous les opérateurs de téléphonie mobile qui existent au Cameroun. 24, D'accord. 7 jours sur 7. C'est bien noté. Maintenant, à chacun de faire son expérience de l'usage de ce numéro vert. D'accord. Chers auditeurs, vous voilà donc prévenus. Vous avez la possibilité de faire votre petite expérience en composant le 1523. C'est le numéro vert de la commission. Bien sûr, pas d'appel fantaisiste. Non plus, parce que c'est très sérieux lorsqu'il s'agit de défendre les droits des citoyens. On va sortir avec vous, Maître Boris Chuisseux. Qu'est-ce que vous avez comme message à passer au sortir de cette émission à toutes ces femmes qui vivent dans un environnement où elles subissent des violences au quotidien ou alors de temps en temps? Parce qu'on peut subir une violence une fois et cette violence nous est fatale. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes? Mon message est adressé aux femmes, certes, oui, mais aussi aux hommes. Mm-hmm. D'abord, les femmes, je pense qu'elles devraient comprendre, puisque nous agissons dans le cadre du mariage, qu'elles devraient comprendre que finalement le mariage n'est pas une fin en soi. Oui. Parce que par expérience d'avocat, nous rencontrons des gens, des femmes qui viennent nous rencontrer physiquement. Vous savez très bien qu'ils sont femmes battues. Oui. Mais même dans le cadre de notre procédure, elles continuent à estimer qu'elles doivent rester dans le mariage. Mm-hmm. Elles continuent à penser, elles ont honte de ce que les gens diront. Surtout qu'on dit que le mariage est dur dehors. Oui. Peut-être Donc, aussi parce qu'elles ont fait beaucoup de bruit quand il fallait se marier. Peut-être. Elles ont nargué les gens et elles se sont moquées de celles qui étaient encore célibataires. C'est la raison pour laquelle c'est pas évident de retourner retrouver celles qui sont célibataires. Elles ont donc le choix, oui, entre mourir dans le foyer et vivre célibataire. Ou alors accepter les moqueries et retourner dans le célibat. Oui. Oui. Ou alors vivre célibataire, c'est ça que je parle. Oui, oui. Ou alors vivre célibataire. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, à notre sens, rien ne vaut la vie. Oui. Elles sont nombreuses qui croupissent dans les foyers juste parce qu'elles sont soit pauvres, soit sous-éduquées, entre guillemets, oui, soit des préjugés les obligent mm-hmm, à être dans les foyers, ainsi que des causeries de leurs camarades, etc. Oui. On leur dit que non, le mariage, il faut supporter. oui. Femme, il faut supporter toujours. Mm-hmm, Il faut supporter, il faut c'est supporter. le mariage, oui. Et finalement, on arrive à la situation qui est irréversible. D'accord. Donc, je voudrais leur dire aujourd'hui de ne pas avoir honte, de ne pas hésiter Mm-hmm. à composer le numéro vert de la Commission nationale des droits de l'homme, parce que ce numéro peut sauver leur vie. Oui. Ne vous dites pas que non, c'est juste une gifle, parce que ça commence toujours par une gifle. Mm-hmm. Ne vous dites pas que non, c'est juste une claque, parce que ça commence toujours par là. Il y a aussi des violences verbales, hein, des mots dénigrants, c'est des même paroles pire. dénigrantes. Oui. On n'a pas le temps de tout développer, mais effectivement, il y a la violence psychologique, mais la violence économique. Un homme, par exemple, qui tout le temps Qui vous coupe empêche, les vivres. qui vous coupe les vivres, Oui. qui vous empêche de pouvoir acheter un Ce dont vous avez caleçon, besoin, justement. un soutien, etc. Mhm. Et il vous rend malade psychologiquement. Oui. Donc, je pense que ces femmes-là devraient prendre leur courage à deux mains après que toutes les conciliations sont épuisées et vraiment laisser ce mariage-là. Oui. Parce que la vie vaut que le mariage. Oui. Et aux hommes qui pensent qu'ils sont très forts, qui n'expérimentent leur force que sur leur épouse, je leur souhaite d'aller affronter Francis Ngannou, par exemple. parce que c'est lui le fort par excellence. Oui. S'il veut montrer qu'ils sont vraiment forts, ils devraient tester leur force contre leur calibre. Malheureusement, on n'a pas des Francis Ngannou partout dans le Cameroun. Hein. Même leurs voisins, peuvent être considérés comme Francis Ngannou. Même leurs voisins, qui essayent de se battre avec hommes comme eux, oui. Et ils verront qu'ils ne sont pas si forts que ça. Vraiment, pour moi, c'est une grosse lâcheté oui. que de passer le temps à battre sur sa femme. Voilà. Je voudrais les inviter à utiliser ou alors à expérimenter le concept de masculinité positive. Oui. Je leur demande de l'expérimenter et ils verront qu'ils vivront mieux dans leur foyer. Oui.
Boutiba, Magné, Oui, Philippe, en une minute pour sortir. En une minute, oui. ce que je voulais dire, c'est que il faut savoir que la violence que nous vivons dans les foyers commence quelque part. Et ça commence dès la tendre enfance, Oui. Dans nos foyers, nous-mêmes, qui certainement, je dis nous, pour englober tout le monde, avions reçu des bastonnades, des brimades. À l'école et aussi. autres. Hein. À l'école aussi, et dans des milieux, même parfois à l'église. Oui. Il y a des endroits où parfois... On a reçu des fessées publiques. Vous avez des fessées publiques. Ceci de fâcheux que cela... En fait, ceux qui en sont victimes ont l'impression qu'ils ne peuvent s'exprimer qu'autrement qu'en utilisant la violence. Malheureusement, les sociétés postmodernes, c'est-à-dire les sociétés que nous prenons en exemple aujourd'hui, nous montrent que, en réalité, si on veut bannir la violence dans la société, il faut bannir cette violence à tous les niveaux. Oui. C'est-à-dire aussi bien la petite violence, ce qu'on appelle la violence qu'on administre aux enfants pour les corriger, que ce soit en famille ou à l'école, mais également la grande, c'est-à-dire celle qui serait peut-être faite dans des lieux un peu plus institutionnalisés, que ce soit le mariage, que ce soit même les prisons. C'est la raison pour laquelle cette commission des droits de l'homme du Cameroun tire la sonnette d'alarme pour dire que vraiment le degré de violence que nous avons atteint dans la société nous invite à nous questionner tous sur la trajectoire qui est la nôtre et sur les comportements qui sont les nôtres. Est-ce que ces comportements-là ne sont-ils pas violents et ne doivent-ils pas nous amener à nous remettre en cause et donc à changer? C'est la raison pour laquelle, oui. Je pense que pour effectivement embrayer dans le même sens que Maître, les hommes peuvent prêcher par le bon exemple et ils feront donc œuvre de masculinité positive. C'est-à-dire un homme qui refuse, lorsqu'il est confronté lui-même à une situation de violence, il refuse d'exercer la violence. Oui. Cela ne montre en rien sa faiblesse. Je crois qu'il faut le marteler, il faut le dire suffisamment. Qu'un homme qui n'a pas les muscles de Francis Ganou n'est pas pour autant faible. Donc il n'a pas besoin de démontrer sa force physique. Voilà. Face à une femme, surtout. Face à qui que ce soit. Bon, disons que Voilà. parce que ce sont les femmes qui sont généralement... Je dis face à qui que ce oui, soit. nous sommes Donc, ça veut d'accord, dire particulièrement il faut condamner aux à femmes. tous les niveaux. Oui, Voilà. l'émission Fina Family, justement, a été mise sur pied parce qu'on s'est rendu compte que tous ces comportements qui sont questionnables trouvent leur source depuis la cellule familiale. C'est la raison pour laquelle Fina Family existe, pour qu'on essaye, à partir de la cellule familiale, de donner une bonne éducation à nos enfants, d'éviter d'exercer des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, sur nos enfants, parce qu'on sait que si nous avons des enfants qui grandissent dans un cadre où ils se sentent aimés, ils se sentent épanouis, ils se sentent utiles, ils seront des citoyens qui à leur tour donneront de l'amour, seront utiles pour la société et apporteront tout ce qu'il y a de mieux pour construire un Cameroun meilleur. C'est la raison d'être de Fina Family. Chers auditeurs, merci d'être restés à l'écoute de notre émission sur la 89.9 FM. Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. C'est un plaisir de vous servir, je dirais même un honneur. À très bientôt sur ces ondes. Ils sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.